Et salut à tous, c'est Vin sur Plottime. Tout d'abord, vous m'excuserez, je sors d'un rhume de 3 jours et je me sens toujours un petit peu sonné. J'ai le nez qui gratte encore, les oreilles bouchées et je me sens fatigué. Bref, il faut quand même que je m'enregistre pour faire cette vidéo, donc je vais aller très vite car j'ai une tonne de choses à aborder aujourd'hui. Donc on va parler de cinéma, de séries, de box-office et même de jeux vidéo. Il y a beaucoup plus de choses à dire parce que voilà, je crois qu'il y a eu le Summer Game Fest il y a pas longtemps, donc voilà. On va rapidement parler de tout ça. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas qu'il y a mon dernier podcast disponible sur mon Patreon. On recadre des bons gros golems en présence de mon invité Jeanne. Un podcast relativement simple et facile, mais pas moins divertissant. En tout cas, les commentaires sont plutôt positifs. Et rappelez-vous que si vous souscrivez à mon Patreon, non seulement vous aurez accès à ce podcast, mais vous aurez également accès à tous mes autres vidéos bonus, podcasts audio disponibles sur mon Patreon. Bref, au sommaire aujourd'hui, Henry Cavill qui a du mal à relancer sa carrière après Superman, le Festival de Cannes 2025 et la nudité, une petite section box-office, une section série, une section jeux vidéo avec The Witcher 4, du 007, du Resident Evil 9, une petite section flash news évidemment et on finit sur le plus gros sujet, enfin en tout cas je pense, le sujet le plus important de la vidéo, Marvel qui s'efface, qui disparaît lentement mais sûrement parce que ce n'est plus la tendance. On commence sur la partie pop culture avec Henry Cavill, ou plutôt Highlander. En fait c'est parti de ça, c'est parti de Highlander avec Lionsgate qui abandonne le projet de film avec Henry Cavill, dû aux chiffres apparemment trop bas que l'acteur rapporte au box-office. Alors personnellement, je n'étais pas au courant que la présence d'un acteur tout seul avait une influence directe sur le succès d'un film, mais soit, Amazon a donc repris le projet, reste à voir qu'est-ce qu'il en sera du projet Warhammer 40 000, supervisé par Henry Cavill lui-même. Personnellement, je souhaite que ces projets cartonnent, ne serait-ce que pour le retour du karma, pour avoir sous-estimé ce bon vieux Cavill. Et surtout, bah putain, redonnez-moi Highlander, qu'est-ce que j'aimerais voir Henry Cavill dans le rôle d'un film Highlander. Actu suivante, le cas du Festival de Cannes de 2025. Alors, ce n'est plus très frais, j'avais juste absolument envie de vous en parler. En gros, on interdit la nudité et les robes, ou même les tenues un petit peu trop extravagantes. Vous savez, les tenues ou qui... les trucs énormes là qui n'ont aucun sens, sur le tapis rouge. L'accès aux marches du festival sera interdit aux personnes qui ne respecteraient pas ces règles, selon la charte du festivalier. Le Festival de Cannes a mis à jour ses règles vestimentaires sur le tapis rouge. Désormais, il est interdit de porter des tenues trop transparentes, trop volumineuses qui pourraient encombrer le passage lors de la montée des marches. J'avais vraiment envie de vous en parler parce que je constate, et d'ailleurs si vous suivez mes vidéos je pense que vous avez remarqué, mais ça m'arrive souvent de faire des blagues par rapport aux actrices connues qui se foutent de plus en plus à poil sur les tapis rouges, pas forcément un tapis rouge mais dans les festivals, les cérémonies, j'en passe, où on voit les meufs avec des décolletés qui n'ont aucun sens, on voit les tétons à travers, les robes, on voit limite leur, on voit leur cul déjà, on voit tout quoi, c'est n'importe quoi vraiment. Moi je trouve que on est en train de, je sais pas, on appelle ça la culture de la nudité. Mais heureusement qu'Anya Taylor-Joy était là pour remonter le niveau lors de la première, qui, comme beaucoup, a décidé de se joindre au concours de l'actrice qui se dessape le plus possible pour attirer l'attention. C'est d'un mauvais goût épouvantable. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. Évidemment que les femmes font ça pour se faire remarquer. Enfin, il y a vraiment un duel entre toutes ces femmes qui veulent absolument se faire remarquer. Évidemment que se dénuder, c'est la meilleure façon d'attirer l'œil. Donc ça devient un peu n'importe quoi et je pense que c'était bien de poser le haut là. Alors évidemment, tout de suite, on a les signaleurs de vertu qui disent « Ah mon dieu, c'est l'islam !» Vraiment, c'est... Voilà, on a ça d'un côté et voilà, c'est n'importe quoi. Non, c'est juste qu'il y a un juste milieu. Voilà, il y a un respect. Il y a aussi une loi, article 222-32 du code pénal. L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d'1 an d'emprisonnement et de 1500 € d'amende. Voilà, c'est juste que c'est ce qu'on appelle de la pudeur. Donc s'il vous plaît mesdames, apprenez à vous habiller bien. Non mais vraiment, c'est pas une question de...
de censure, je ne sais quoi, c'est juste que bah non, il faut bien s'habiller quand on va quand on se montre au public. Il y a des enfants qui regardent ces cérémonies-là, donc non, s'il vous plaît, habillez-vous bien, enfin arrêtez de vous foutre à poil, vraiment, c'est... Bref, voilà, allez, c'était le petit moment polémique, le petit moment réac comme on aime. L'actu suivante, donc là on va passer à la partie box-office avec Thunderbolts, je sais pas comment on prononce en anglais, Thunderbolts qui, malgré son démarrage solide de 74 millions de dollars, c'est beaucoup hein, pour un démarrage, surpassant de loin, hein, je crois, Captain America 4, Thunderbolts a subi une violente baisse de 55% la semaine suivante, atteignant environ 377,7 millions de dollars de recettes dans le monde au box-office. Rappelons que Captain America Brave New World a terminé sa course avec 415 millions de dollars dans le monde, en dessous de Ant-Man 3, qui lui avait rapporté 476 millions, de Shang-Chi, qui lui avait rapporté 432 millions, tout en subissant une chute de 68% dès son deuxième week-end. Entre le budget de 180 millions de dollars et le marketing estimé à 75 millions de dollars, son seuil de rentabilité doit être autour de 510 millions de dollars de recettes et on n'y est pas encore, si ce n'est pas du tout. D'ailleurs, je ne pense pas que ce film atteindra son seuil de rentabilité. Voilà, c'est pour faire simple, ce film Marvel, encore une fois, est un ultime bid. C'est vraiment un ultime bid et vous allez voir que ça va se joindre par rapport à la conclusion, enfin en tout cas la dernière partie de cette vidéo où je vais parler un petit peu de Marvel, du cas de Marvel qui est très, voire même trop mal en point. En plus ça, enfin bon, j'ai envie de dire, je sais que je devrais pas dire ça, mais pour moi c'est un petit peu le retour de karma parce que j'ai pas aimé ce film, voilà. Je suis le seul, hein, seul le monde, voilà. Il y en a qui disent ouais c'est mieux que... Non, c'est pas mieux que... Non, voilà. Bref. Lilo et Stitch, quant à lui, le remake live action fait ses débuts avec 341 millions de dollars au box-office mondial avec un budget de production de 100 millions de dollars, un budget marketing de 100 millions de dollars, ce qui signifie que le film a presque atteint son seuil de rentabilité dès son premier week-end. Actuellement, le film a rapporté 776 millions de dollars dans le monde. C'est un putain, mais alors un putain de succès. Il est en 3ème position au box-office, juste en dessous de Minecraft qui lui a frôlé le milliard. Je pense que Lilo Stitch va aisément dépasser le milliard. Ça fait je ne sais pas combien de fois, 3 fois peut-être, que Disney est en train de remonter dans les audiences, en tout cas dans les recettes du box-office, grâce à ces projets, enfin en tout cas ces films familiaux. Donc je pense qu'on va avoir une bonne flopée de films familiaux dans les années à suivre. Le nouveau Mission Impossible a eu un démarrage local estimé à 63 millions de dollars sur 3 jours, 77 a priori sur l'étendue du long week-end. Malheureusement, il stagne pour l'instant sous la barre des 500 millions. Il devra au moins dépasser le milliard pour s'estimer rentable, tellement que son budget était stratosphérique et je pense qu'il n'atteindra jamais cette somme. Voilà. Je peux même pas lui souhaiter parce que ça n'a aucun sens. Voilà, le film a coûté trop cher. Bon voilà. Côté série, notre série préférée The Last of Us. La finale de la saison 2 a eu 3,7 millions de téléspectateurs, soit une baisse de 30% par rapport à la première de la saison 2, une baisse de 55% par rapport à la finale de la saison 1. Donc ça c'est une news qui date depuis la diffusion de la saison 2 de la série The Last of Us. Et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le soin de prendre une capture d'écran chaque semaine de, comment dire, ce qu'il y a de plus fiable, c'est-à-dire le watch time qu'on peut voir sur le site Nielsen, qui est un, comment dire, qui est la référence du site des audiences qui se permet d'avoir un meilleur aperçu de ce que ramènent un petit peu comme monde les séries, notamment grâce à la rétention d'audience. On peut voir à quel moment les gens décrochent une série et arrêtent de regarder à partir de tel épisode. Et là on peut voir que la série The Last of Us est bel et bien présente sur les audiences dans le top 10 de Nielsen, ce qui est très bon signe, hein. Ça veut dire que la série, quoi qu'il arrive, fait quand même des vues et du watch time, donc ça reste une bonne chose, mais elle n'est pas tout en haut. Lors de la deuxième semaine, ça a remonté, et ça j'imagine que c'est grâce évidemment à l'épisode 2, le buzz de l'épisode 2, et ensuite la semaine suivante, ça commence doucement à redescendre, et là, la semaine après, patatras, ça redescend encore et encore,
en 7ème position, ce qui je rappelle reste très bien. À partir du moment où tu es dans le classement, ça reste très bien, mais c'est quand même bien inférieur par rapport à la première saison. Mais je tiens à rappeler juste que, souvenez-vous que n'importe quelle série Disney+, n'importe quelle grosse série, gros projet Disney+, hein, comme par exemple, vous savez, les dernières séries Marvel, Agatha, ou même Daredevil, n'ont même pas touché le... ne sont même pas rentrés dans ce top 10. C'est pour dire à quel point, donc, ça reste un privilège d'arriver dans ce top, mais là, The Last of Us est en train de descendre, et là encore, je n'en suis pas à la fin, hein, je n'en suis pas au moment où on commence à arriver où je vais être papa. Là, ça va être joli, ça va être très joli, et chaque semaine, je surveille un petit peu ce top de Nielsen qui se met à jour avec un mois de décalage, donc c'est pour ça que qu'on ne peut pas à chaque fois dire si oui ou non une série a bidé aussi rapidement. C'est pareil avec les jeux vidéo, on peut pas avoir les chiffres de copies vendues tout de suite, donc il faut vraiment attendre 1 ou 2 mois, sauf si les éditeurs donnent les chiffres directement. Bref. Ensuite nous avons la série La Roue du Temps qui est apparemment annulée par Amazon, il n'y aura pas de saison 4. Je n'ai jamais regardé cette série, tout le monde me dit hey, faut que tu la regardes, faut que tu fasses une vidéo. Non, j'ai pas envie. J'en ai marre des séries qui se prétendent fantasy et qui ne ressemblent à rien. Enfin, je suis désolé, hein, le peu que je vois, je me dis que c'est pas de la fantasy. Il y a ça, il y a aussi le fait que j'ai pas lu les livres, mais de ce que j'ai vu des gens qui ont lu le livre, ça n'a rien à voir, donc non merci, je ne regarderai jamais de ces séries. Depuis le début, elle ne m'a jamais donné envie, ça sent la fantasy mainstream de merde là, de cette nouvelle génération à chier. Alors je suis désolé. Non, je ne touche pas à ça, je ne touche pas à ça avec un bâton. Par contre, s'il y a un truc qui m'intéresse par rapport à, toujours sur la catégorie série, et notamment Amazon, pour rester sur le même secteur, c'est qu'il prévoit, comme je vous l'ai expliqué, une série live action de Mass Effect. Et pour l'instant, ça sent plutôt bon pour 2 raisons. C'est que nous avons Dong Jung, qui sera apparemment le showrunner de cette série, qui a été scénariste sur Star Trek Sans Limite. Alors je ne sais pas si c'est... Je vérifie si c'est bien ce que je pense. Ouais voilà, c'est le film Star Trek Sans Limite qui était... Alors, je connais pas Star Trek, donc je peux pas vous dire à quel point c'est fidèle. Je pense que les gens n'aiment pas. Tout le monde me dit que c'est pas fidèle, les films de J.J. N'importe quelle, la trilogie J.J. Abrams. Par contre, j'avais trouvé ça agréable à regarder. Je trouve que ça ressemblait beaucoup à Mass Effect. Après, on va me dire que Mass Effect s'inspire déjà beaucoup de Star Trek, donc c'est tout à fait normal. Et c'est, pour une fois, c'est cohérent d'avoir pris ce scénariste pour le coller en tant que showrunner d'une série Mass Effect, donc c'est très bon signe. Il a aussi scénarisé la future série Chief of War qui me donne beaucoup envie. Alors c'est pas encore sorti, mais c'est une série Apple Plus et je suis prêt à parier que cette série sera très bonne. Parce que bon voilà, c'est une série, je crois, créée par Jason Momoa. Pourquoi pas, mais ça sent très bon, cette série sent très bon, parce que déjà c'est Apple Plus, tout ce que Apple Plus fait, c'est réussi. Après c'est un avis personnel, hein, mais c'est tout ce qu'ils font, ça marche. Les images donnent vraiment envie, ça a l'air stylé, bon, voilà. Et donc savoir que ce mec a bossé dessus, et également au scénario de Star Trek Sans Limite, et qui se recommande, enfin pour une fois il y a tout s'assemble, et en plus de ça on a l'expérience de, enfin on sait que Fallout était quand même assez réussi en matière d'adaptation de jeux vidéo en série. Ils ont pas fait, ils ont ramené les créateurs de Westworld pour superviser la série. Donc Amazon pour une fois a bien fait les choses sur Fallout, et là je pense qu'ils vont bien faire les choses avec Mass Effect, et c'est pas tout. Ce qui serait parfait, il y a des gens qui théorisent sur ça, je sais pas si c'est officiel comme info, il se pourrait que ce ne soit pas évidemment une adaptation directe de la trilogie de jeux, ça n'aurait aucun sens. Par contre il se pourrait que ce soit une adaptation du livre Mass Effect de Drew Karpyshyn, qui est l'auteur même du jeu vidéo, qui est un très grand écrivain, qui est vraiment qui est extrêmement talentueux, et comment dire, ça pourrait être une série centrée sur le capitaine Anderson et sa reine, et si c'est le cas, je préfère vous le dire tout de suite, ce sera une très grande série, parce qu'il ne s'agira pas d'une simple adaptation de jeu vidéo à la con, il s'agira vraiment d'une adaptation de livre. Et là, ce sera vraiment, une très très grande série. Voilà, une très très grande série. Si ça part sur ça, ce sera très 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 bon. Côté jeux vidéo, le dernier rapport financier d'Ubisoft n'était pas très beau à voir. Sans surprise, il y a évidemment bel et bien moins de 3 millions de ventes pour Assassin's Creed Shadows.
après s'être foutu notre gueule sur la manipulation des chiffres, ce Assassin's Creed s'avérait être bel et bien un flop monumental pour un triple A. Il aurait dû rassembler au moins 10 millions de ventes pour s'estimer rentable. À ça j'ai envie de dire, ciao bye bye. News suivante. Du nouveau gameplay de The Witcher 4 nous a été dévoilé. Alors attention, ce n'est pas du gameplay officiel. Enfin, apparemment ce n'est pas le jeu officiel, il s'agit d'une séquence précalculée qui est évidemment incroyable visuellement, mais vraiment si ce truc-là sort sur PS5, bah la PS5 explose, hein, voilà, je le dis tout de suite, ça ne sortira pas comme ça sur PS5, mais ça ne change pas tout ce que j'ai dit dans ma vidéo consacrée au sujet en question, le fait que je ne ferai de toute façon pas ce jeu. Voilà. En réalité, c'est que j'en ai soupé, moi, du open world, j'en peux plus. Moi, j'ai soif de jeux courts mais intenses. En ce moment, je suis en train de... Alors, je suis un psychopathe, hein, mais j'ai fait un classement parmi ma liste de jeux à faire. J'ai fait un classement, j'ai classé les jeux du plus court au plus long en me basant sur le site Comment ça s'appelle ce site? C'est How Long to Beat. Voilà, c'est un site qui est très connu pour référencer la durée de vie des jeux, donc ce qui est pratique quand tu sais, pour savoir si tu auras le temps ou pas de faire un jeu. Bah voilà, j'ai fait un classement dans l'ordre croissant en commençant par le plus court, et ce qui fait que là j'arrête pas d'enchaîner les petits jeux. Là j'ai fait bon, déjà je me suis refait Mass Effect 3 il y a pas longtemps, bon, je raconte ma vie, hein, donc je vais pas revenir dessus. Je pense que ce serait l'occasion d'en faire un podcast parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai enchaîné sur Star Wars Battlefront. J'avais jamais fait la campagne solo, je l'ai fait, c'était assez court, petit plaisir coupable, voilà. Et là j'enchaîne sur For Honor, qui est aussi très court en termes de campagne solo, une petite campagne solo très courte, c'est surtout un jeu centré sur le multi. Je suis pas très fan de... Je salue l'effort, je salue le... Comment dire, je salue le risque, la prise de risque avec ce système de combat très complexe, mais si tu rentres pas dedans, tu ne rentres pas du tout dans le jeu, donc voilà, ce n'est pas pour moi, mais... Beau risque, voilà, For Honor beau risque, et ensuite je vais enchaîner sur Mafia 2, que je n'avais jamais fait, et il me donne vraiment envie parce que j'avais adoré la version définitive d'édition du premier jeu. Et c'est pour ça que dans le même contexte, il y a un jeu qui me donne vraiment envie, c'est le futur 007 nommé First Light, qui est un jeu centré sur la jeunesse de James Bond, qui a une tête de bébé, enfin, on dirait un mélange de tous les Peter Parker, des derniers jeux Spider-Man, de Tom Cruise, de Nathan Drake, et franchement, bon, si on oublie cette tronche qui est un petit peu bébé, j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que putain, je suis tellement nostalgique des jeux James Bond, ça me renvoie à cette époque-là où on sortait en masse des jeux James Bond sur GameCube, sur PS2, vraiment je suis très très nostalgique. Je me suis fait une petite session d'émulation comme ça de jeux James Bond à la chaîne pendant une période parce que bah, là c'est très court. Et là apparemment ce sont les créateurs des derniers jeux Hitman, enfin si ce n'est même les jeux Hitman, je sais plus comment ça s'appelle cette boîte, je vais vérifier ça dans un instant tout de suite. C'est IO Interactive qui est responsable des jeux Hitman, donc je suis très curieux de voir, enfin c'est pas pour rien qu'on les a choisis, je pense que ce sera l'un des premiers vrais bons jeux 007 parce que soyons honnêtes, à part GoldenEye, voilà, que j'ai fait aussi, hein, que je trouve vraiment très bien, et quelques petits jeux plaisir coupable sur GameCube et PS2, il y a pas, enfin globalement, il y avait plus de navets hein, en termes de jeux vidéo, et je pense que ce sera la première fois qu'on aura un vrai bon jeu vidéo avec la franchise, la licence 007 si on accepte GoldenEye. La sortie est prévue pour 2026, et j'ai très envie de le faire parce que je ne pense pas que ce sera un jeu qui aura la prétention de s'étendre sur une durée de vie de 30-60 heures, non, on est loin de ça. Autre jeu qui évidemment sera dans ma liste, le prochain Resident Evil 9. Ici nous voyons Grace Ashcroft, donc apparemment la fille de Alyssa Ashcroft, qui est un personnage de Resident Evil Outbreak, le seul héros que je n'ai pas fait, enfin, le plus sous-estimé apparemment, enfin, c'est le héros le plus oubliable. C'est un choix un petit peu chelou de prendre ce personnage, choisir elle comme personnage principal, mais après ça fait tellement longtemps que je réclame un nouveau perso pour cette franchise, alors je ne pense pas que ce sera le seul personnage jouable dans ce prochain héros, hein. C'est possible qu'on nous coltine un personnage connu aux côtés de ce personnage féminin. Je mentionne également le fait que j'ai l'impression que tous les personnages féminins, enfin plus le temps avance, plus les personnages féminins ont la même tronche. Là on dirait vraiment un mélange entre Jill, Ashley, Rose qu'on a vu dans le DLC du dernier jeu. Bon,
Le jeu est prévu pour le 27 février 2026, je serai présent car je suis un gros pigeon des RE. Et avant de terminer sur la plus grosse news qui concerne Marvel, une petite section Flash News. Donc je rappelle que Flash News, ce sont des news que j'avais envie de mentionner sans forcément commenter par-dessus. En commençant par Superman, le prochain film Superman, la durée a été dévoilée, pas moins de 2 heures et 9 minutes. Ça veut dire que le film ne durera pas 3 heures, merci Seigneur. Une suite à la soupe aux choux est en développement, oui, c'est une vraie news, et évidemment je serai là pour en parler. Un film live action Elden Ring est officiellement en préparation chez A24. Alex Garland devrait écrire et réaliser le film, ça en dit très long, hein. C'est ce que j'avais dit dans ma vidéo Dragon. À la fin, c'est vraiment le signe de la fin du cinéma, on commence à rebooter, adapter n'importe quoi, enfin c'est la fin. Voilà, on approche de la fin et les IA vont venir remplacer ce divertissement. Et oui. Et pour finir, Disney et Universal poursuivent la société d'IA Midjourney pour violation présumée des droits d'auteur. Midjourney est un puissant fond de plagiat, le piratage, ça reste le piratage. Très intéressant, affaire à suivre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport au sujet de l'IA. Et nous allons pouvoir gentiment finir sur le sujet, selon moi, je pense qu'il sera le plus gros sujet de la vidéo, ou pas, à voir comment je développe un peu le sujet, qui est le cas de Marvel. Alors, moi je dis que Marvel s'efface. Marvel va se faire discret, Marvel va doucement disparaître, le temps que la hype revienne un jour, on ne sait pas. Les projets concrets en 2025 ont radicalement baissé. On est sur 3 films par an, une à 2 séries live action et 2 séries animées. Par exemple, en 2025, nous avons le nouveau Captain America, Brave New World, déjà sorti en février avec un retour en demi-teinte. Thunderbolts également, qui est sorti juste après. Le prochain 4 Fantastiques, qui arrive pour juillet. Niveau série live action, nous avons la future série Iron Heart, évidemment que je vous en parlerai, comment passer à côté. Ça sort le 24 juin sur Disney+, enfin en tout cas aux États-Unis, le 25 en France, et ça va conclure apparemment la phase 5, quelle délicieuse série en vue. Nous avons également eu la série Daredevil Born Again, encore un joli bide. Et niveau série animée, Ace of Wakanda, qui est prévu pour le 6 août 2025, avec 4 épisodes, montrant des missions à travers les... Alors, j'avais pas lu ça, mais 4 épisodes c'est quand même assez court. Donc pour le coup je pense que je vais la regarder, ne serait-ce que parce que pareil hein, niveau série, quand c'est trop long, moi j'ai plus le temps, c'est bon. Là je vois que ça c'est court, donc pourquoi pas jeter un petit coup d'œil. La série Marvel Zombie également prévue pour octobre 2025. Mais comme vous pouvez le constater, il y a une baisse de production massive au niveau des films, des séries, que ce soit du live action ou de l'animation, et on se demande bien pourquoi, évidemment. Bon, je pense que vous l'avez compris, c'est... Comment dire, le résultat de tous ces bids, et encore parce que là je vous montre le programme 2025, mais il est évident que ça va encore baisser lorsqu'ils se rendront compte que ce programme n'a même pas été rentable sur l'année 2025. Ce qui se passe, c'est vraiment, mais vraiment catastrophique. C'est catastrophique. Entre les séries qui n'arrivent même pas dans le top de Nielsen, comme je vous expliquais tout à l'heure, ou même le fait que jusqu'ici aucun film Marvel n'est rentable au cinéma. C'est diabolique, c'est la fin. Là, c'est vraiment, je pense que Marvel, je sais pas si on peut investir dans Marvel en bourse. Alors, j'ai voir ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, c'est relié évidemment à Disney qui est coté en bourse. Mais putain, la vache, si ça existait, il faut surtout investir. Hein. Là, je pense que ce serait que la société, le studio serait au plus bas. Ils sont au plus bas. Voilà, là, je pense qu'ils sont arrivés au bout du rouleau. C'est le filon Marvel est arrivé à saturation. La production parle d'augmenter la qualité à la quantité depuis 2022. Ça n'a pas changé grand chose. On a toujours des séries qui ont eu des productions calamiteuses, avec la série Daredevil qui a été le cul entre deux chaises, qui a été rebootée entre guillemets pendant la production. La future série à venir, la Iron Heart, qui est une série créée pour le quota, pour satisfaire le SG. Voilà. Je vais vous en parler, hein, tout ça. J'ai commencé à préparer un dossier. On va se régaler, c'est vraiment, je pense qu'on va se régaler. En plus, la série, c'est assez courte, mais intense. Marvel arrive au bout du rouleau. Autant Disney est en train de se remettre sur pied grâce à ses live action, pas les live action, mais de façon plus générale, les films familiaux.
autant Marvel, c'est la branche de Disney qui se casse la figure. Il y a de fortes... Je sais pas s'ils vont finir par fermer carrément les portes et revendre, comment dire, Marvel à différents studios, un petit peu comme Sony qui possède une partie de Marvel avec Spider-Man, toute la partie Spider-Man. Je pense qu'il va se passer ça, hein. C'est Marvel, évidemment ça ne peut pas disparaître, mais le studio Marvel possédé par Disney, je pense que c'est la fin. Voilà, je pense vraiment que c'est la fin. Je crois pas que le prochain 4 Fantastiques marchera. Je le sens très mal, surtout quand j'ai appris que, eh bien voilà, ça... Comment dire? Quel mot employer? C'est apparemment... Allez, je le dis, bah oui, le féminisme, apparemment c'est encore un film qui sera le porte-étendard du féminisme avec comment ça s'appelle, la femme invisible qui sera la leader du groupe et avec j'ai entendu des dingueries, hein, je ne sais pas si c'est officiel, je le dis pas pour ne pas spoiler, mais apparemment il y a eu des fuites par rapport à la façon avec laquelle le film se termine. Je pense pas que ce soit qu'on verra ça parce que le film a subi des reshoots et je pense qu'ils ont effacé ça. Donc si le film ne se termine pas comme ça, je vous dévoilerai ce que j'ai entendu de mon côté. Mais je le sens très très mal pour les 4 Fantastiques. Je pense que c'est vraiment la fin de Marvel, hein. C'est finito pipo. À savoir qu'il y a la purge Disney. Donc Disney est en train d'appliquer ce que moi j'appelle la purge, voir ce qu'il reste de rentable. Donc comme je vous ai expliqué, les films familiaux cartonnent encore, y compris quand il s'agit d'un film live action comme Lilo et Stitch, et je pense que dans les productions à venir, les studios vont mettre l'accent sur ça, mais surtout quand on voit que le dernier film Minecraft a bien cartonné, parce que bah voilà, s'il n'y a pas de... En fait, ce sont des films qui se prennent pas la tête, voilà. Genre Lilo et Stitch ou Minecraft, même si j'ai pas aimé, ce sont des films qui ne se prennent pas la tête. Ah, ça fait pas de politique, ça fait juste des petites leçons de vie vite fait, voilà, et c'est tout. Voilà, c'est juste la famille, les amis. Et finalement, bah voilà, tant mieux, voilà, tant mieux que ça marche, même si j'ai pas aimé Minecraft, c'est un peu compliqué. Mais voilà, quand tu ne te prends pas la tête, si tu fais du divertissement simple, eh bien ça marche. Et surtout, je pense vraiment que la production va mettre Marvel de côté. Observer comment évolue la concurrence du côté du prochain DCU avec en approche le film Superman de James Gunn. D'ailleurs je me rends compte qu'on a renommé le film en Superman tout court. Voilà. Il n'y aura pas de Superman Legacy, non c'est Superman. Voilà. Le marketing oblige. Donc voilà, le prochain film Superman, je pense que Marvel va mettre de côté, enfin pour l'instant ils continuent de sortir leur dernière production qui vont bider. Le prochain Ironheart ça va bider mais ça race sur Disney+. 4 Fantastiques je le sens très mal. Et pendant ce temps-là, pendant qu'ils terminent et publient leur dernière production, ils vont voir comment évolue le nouveau DCU pour voir si les gens aiment encore le super-héros. Si oui, ils vont l'examiner, ils vont essayer de copier la concurrence. Là, en se disant qu'on va faire pareil, on va essayer de voir si ça marche. Oh tiens, ça marche, tiens. Donc on va rebooter le... Je pense en fait c'est simple, si le prochain DCU avec Superman marche, ce que Marvel va faire, c'est qu'ils vont simplement rebooter. Ils vont rebooter le MCU, ils vont faire un gros film final avec les prochains films Avengers. Là, ça a bien marché, parce que forcément Avengers ça marche toujours. Ça va bien cartonner. Ensuite, reboot total de la franchise MCU. Voilà, on va recommencer à zéro avec de nouveaux acteurs. Voilà, je pense qu'il va se passer ça. Et nous serons tous devant ce beau spectacle en train de manger du popcorn, car ça s'annonce assez comique. Alors imaginez que le prochain... Alors je pense que le prochain film Superman marchera sévère. Il fera un bon carton ou pas. Il y a peu de chances qu'il ne marche pas, hein, vraiment. Je pense qu'il marchera, mais ce n'est pas du tout garanti que les prochains films issus du prochain DCU marchent. Voilà. Et je pense qu'ils ne vont pas juste se contenter de regarder si oui ou non le prochain Superman cartonne. Je pense qu'ils vont attendre 1 ou 2 films issus de ce même univers, voir si ça marche, voir s'ils peuvent s'en inspirer. Si ça ne marche pas, eh bien je pense que ce sera officiellement la fin du studio Marvel, de la branche Disney. Et oui! Ce qui est sûr, c'est qu'on va se bouffer tout un tas de films familiaux du type Lilo et Stitch dans les prochaines années à suivre, et ça sera pas forcément beau à voir. Bref, c'était une vidéo assez dense. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à m'en faire prendre les commentaires. Désolé, hein, j'étais vraiment un petit peu patraque aujourd'hui. Encore une fois, je ressors de 3 jours de rhume. J'ai la tête pas qui tourne et je me sens fatigué. J'ai chaud en plus. Je sais pas,
J'espère que j'irai mieux demain, j'ai besoin d'énergie pour monter la vidéo. Bref, merci de m'avoir écouté, merci aux gens qui souscrivent à mon Patreon. Je rappelle encore une fois que les gens qui souscrivent à mon Patreon sont des gens qui contribuent à l'évolution de ma chaîne, qui me permettent de m'exprimer un peu plus librement sur ma chaîne YouTube, qui est, comment dire, le hub central de mon travail. Donc je remercie tous ces gens-là. N'oubliez pas encore une fois que si vous souscrivez à mon Patreon, vous aurez accès à absolument tous les podcasts qui sont cumulés sur mon Patreon depuis plus d'1 an. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Sur ce, je vous dis alors ciao et à la prochaine.